Duel politique à venir à 19h33 avec deux invités. Aurélien Saint-Toul, député La France Insoumise des Hauts-de-Seine. Bonsoir monsieur, merci d'être là. Jean-René Cazeneuve, député Ensemble pour la République, Renaissance, du Gers, ancien rapporteur général du budget. Absolument. Si je me souviens bien, la majorité, une des oppositions. Est-ce que, parole à la majorité d'abord, comment avez-vous trouvé le Premier ministre? Vous vouliez un plan à base de réduction des dépenses publiques et peu d'augmentation d'impôts, vous l'avez. Oui, j'ai trouvé un Premier ministre courageux, moins qu'on puisse dire. Bon, donc il a donné un cadre, je crois, précis. Ça a duré pratiquement 1 heure. Il a expliqué la gravité de la situation, d'une part le contexte international, d'autre part notre déficit récurrent, structurel depuis maintenant plus de 50 ans, et donc les effets de l'accumulation de ces déficits. Et il nous a proposé un plan pour réduire ce déficit, et j'espère que tout le monde est d'accord pour réduire ce déficit, parce qu'autrement, ça nous entraînerait vers des lendemains terribles d'un point de vue de la dette, d'un point de vue de l'image et de la crédibilité de notre pays. On peut réduire le déficit. Il y a plusieurs manières de réduire le déficit. Il y a plusieurs manières de réduire le déficit. Nous sommes d'accord. Mais en tous les cas, nous souhaitions absolument réduire les déficits. Et de ce point de vue-là, il a parfaitement tenu son engagement. Alors, on rentrera dans le détail. On a une demi-heure. On rentrera dans le détail de ce qu'il a proposé. Déclaration générale sur le discours de M. Cazeneuve. La vôtre, comment vous avez trouvé cette prestation, le fond de cette prestation? D'abord calamiteuse sur la forme. Sur la forme? D'abord, oui, calamiteuse sur la forme. Pourquoi? Parce que des éléments de langage qui sont insupportables, dire aux gens, voilà, on va vous expliquer, stop à la dette, oui, en avant la production. Je trouve que c'est une façon de prendre les gens pour des imbéciles et je trouve ça calamiteux. Calamiteux à ce point? Oui, ça me met très en colère d'une certaine façon, ce dont il est... Pas d'une certaine façon, je suis très en colère. Et je crois aussi, sur le fond, qu'en réalité, ce qu'a fait François Bayrou, c'est d'abord de faire le meilleur réquisitoire qu'on pouvait faire d'une certaine façon contre les 7 années de macronisme qui ont précédé. Parce que c'est de ça aussi dont il est question. Si aujourd'hui on nous explique que ça va être l'apocalypse, si on ne saigne pas et on ne saigne pas, c'est évidemment parce qu'on a 7 années de macronisme, 8 années, dont on est en train de payer peut-être le prix et dont on va faire payer le prix aux Français. Donc moi, cette façon de balayer d'un revers de main l'idée qu'on hériterait d'une situation mais on ne saurait pas d'où, etc., ça me paraît inconcevable. Et quand j'entends mon collègue Cazeneuve dire il faut réduire les déficits, mais excusez-moi, cher collègue, vous étiez rapporteur général du budget, donc la situation, vous nous en êtes un petit peu comptable. Les gouvernements se sont succédés et ils ont passé leur budget par 49.3. Alors on peut dire ce qu'on veut des oppositions, on peut dire qu'elles vous ont empêché de faire des choses. Quand bien même, aujourd'hui, vous héritez d'une situation, vous êtes l'auteur de la situation. Quand bien même ils en seraient l'auteur et qu'il y a des déficits, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Je vous dis que si... Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec l'idée que maintenant il faut les réduire? Eh bien moi je vous dis que s'ils appliquent les mêmes solutions que par le passé, et ce sont les mêmes solutions que par le passé, vous aurez les mêmes résultats. Donc il n'y a aucune raison pour que je sois d'accord puisqu'ils produiront les mêmes résultats calamiteux. Ce n'est pas ma question. Sur l'idée de réduire les déficits. Je vous dis que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire et que vous pourrez un jour espérer réduire les déficits à condition de relancer la production dans ce pays. Aujourd'hui, on est dans une situation où la réduction des dépenses ne produira aucunement l'effet escompté. C'est pas ma question. Donc moi, ma préoccupation... Mais je comprends. Monsieur Cazeneuve disait il y a plusieurs manières de réduire les déficits, oui. Effectivement. Mais sur l'idée qu'un pays perde son indépendance en étant extrêmement endetté, on parlera de la façon de les réduire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Mais enfin, c'est pas moi qui ai décidé d'aller sur les marchés pendant des années, quêter et demander le financement de la dette publique. Donc, je pense qu'on pourrait faire autrement. Mais à supposer qu'il faille rentrer dans leur logique de réduction des déficits, il faut faire exactement le contraire de ce qu'ils annoncent. Et alors, on va pouvoir en discuter parce que j'ai pléthore de chiffres. Mais vous m'avez toujours pas répondu. Est-ce que sur le... Je me fiche bien de garantir les intérêts des financiers. Donc, je ne vais pas arriver comme ça, le bonnet, le béret à la main. Mais vous êtes responsable d'une situation qui est intenable. C'est ça le problème. Alors, je vous repose non, parce qu'il y a 50 ans, figurez-vous, cher Jean-René. Aurélien Saint-Toul, je vous repose la question. Après la libération, on finançait l'État autrement. On finançait l'État autrement que sur les marchés. Et moi, je suis partisan de l'idée qu'on réoriente le financement de l'État autrement que sur les marchés. Donc oui, si vous voulez, je veux bien désendetter autant que vous voulez. C'est pas le problème. Le problème, c'est que vous arrivez
à caler sur... Vous créez un environnement extrêmement anxiogène en disant « Oh là là, vous vous rendez compte, on va finir comme la Grèce, etc. » Le but est de faire céder les gens par la panique. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'il faille paniquer. Il n'y a pas de raison de paniquer. Et donc, oui ou non, il faut faire autrement. Faut-il désendetter l'État? Mais oui, si vous voulez. Non, si vous ne voulez pas. Je n'ai rien à faire. Votre question n'a aucun intérêt. Je vous remercie de votre amabilité. Vous le dire. Merci de votre courtoisie et de votre amabilité. Mais je m'en fiche. L'objectif est de dire clairement ce qu'il en est. Il faut relancer la production dans ce pays, il faut protéger socialement les habitants de ce pays et arrêter de les maltraiter et arrêter de supporter que quelqu'un qui a perdu les élections puisse imposer une cure d'austérité de ce type qui va tuer l'économie française. Voilà. Alors, on va Donc discuter... après, désendetter, c'est une question secondaire. Bon. Mais on peut poser la question sans qu'elle soit particulièrement non, stupide. C'est pas secondaire. Je ne dis pas qu'elle est stupide, je vous dis qu'elle n'est pas pertinente. Vous avez le droit de la poser, mais je vous dis... Et alors vous insistez, vous avez bien le droit. Mais moi, je trouve qu'elle n'est pas pertinente. Donc si ça vous déplaît, c'est votre problème. Non, mais moi, vous pouvez dire que je la trouve pas pertinente sans dire que celui qui la pose est stupide. Mais je vous ai pas dit que vous étiez stupide. Alors, on va discuter des mesures. On va discuter des mesures. Je suis très énervé par la décision du gouvernement. D'accord, c'est pas une raison pour être énervé par mes questions. On va discuter des mesures que va nous rappeler Camille Novak. Et la plus inflammable de ces mesures, c'est sans aucun doute la suppression des 2 jours fériés annoncés par François Bayrou. Aujourd'hui, on a 11 jours fériés en France. Les voici. François Bayrou souhaite supprimer le lundi de Pâques, le 8 mai. Le lundi Pentecôte, vous savez, c'est la journée de solidarité, ce qui signifie qu'il n'y aurait plus que 8 jours fériés qui seraient sanctuarisés pour les Français. Une mesure qui permettrait d'économiser, selon le Premier ministre, 4 milliards d'euros. Autre grande annonce, évidemment, on l'attendait, c'est la mesure qui concerne l'année blanche. Concrètement, les dépenses seront gelées, ce qui signifie qu'elles seront reconduites par rapport au budget de l'année 2025. Une mesure qui, là, permettrait d'économiser 7 milliards d'euros. Alors, les secteurs concernés dans les grandes lignes, Gilles, eh bien, le barème des impôts qui sera gelé. Les pensions de retraite ne seront pas revalorisées. Pour vous donner une idée, cette année, elles avaient été revalorisées en janvier dernier de 2,2% pour se conformer à l'inflation. Eh bien, il n'y aura pas de revalorisation donc en 2026. Et puis également les ministères qui vont devoir se serrer la ceinture. Enfin, grande annonce également du Premier ministre qui concerne cette fois-ci le secteur de la santé avec 5 milliards d'euros d'économies à la clé. François Bayrou souhaite s'attaquer notamment au régime des affections de longue durée, ces ALD qui concernent 20% de la population aujourd'hui, avec la fin de remboursement des médicaments qui sont sans lien avec ces affections. Et puis également une autre mesure qui concerne cette fois-ci les arrêts maladie. Le Premier ministre qui souhaite que le travail soit possible, on puisse reprendre le travail après un arrêt maladie de 30 jours sur avis uniquement de son médecin généraliste et non plus du médecin du travail. Merci beaucoup Camille Novak. On va parler de l'année blanche. Dans l'année blanche, il y a les gels des prestations et de toutes les prestations. Il n'y aura pas d'exception, a dit le Premier ministre. C'est donc une mesure assez violente. Et il y a aussi le gel de l'impôt sur le revenu, et du barème de l'impôt sur le revenu. Et ce gel va faire rentrer 400 000 personnes dans l'impôt sur le revenu et va mécaniquement augmenter les impôts de tout le monde. Il y avait une promesse qui avait été faite, ne pas augmenter les impôts des classes inférieures et moyennes. Or là, l'impôt des classes inférieures et moyennes va augmenter, c'est mécanique. C'est une promesse qui n'a pas été tenue par le Premier ministre. Alors, pour être précis, quand vous regardez, d'avant d'entrer dans votre question, moi, non, mais attendez, là, j'ai exigé des réponses de monsieur. Vous êtes d'accord que là, je vais vous répondre. Plus de gens vont... Je vais pas... Alors... Plus de gens vont payer l'impôt. Permettez-moi, c'est pas tout à fait... Et on va tous en payer plus. Alors, non. Ah bah si. Non. Si vous gagnez la même chose en 2026 qu'en 2025, vous ne payerez pas plus d'impôts. Non, mais c'est quand même important de le dire. Effectivement, si vous gagnez plus d'argent et que le barème est figé, vous paierez plus d'impôts. Mais ce n'est pas un impôt nouveau, ce ne sont pas des taux qui augmentent, c'est simplement une année blanche sur le barème. Si vous gagnez pareil, d'autant plus. Si vous gagnez pareil et que les barèmes bougent, vous pouvez rentrer dans une tranche ou changer de tranche. Non. Si vous gagnez pareil l'année prochaine, eh bien vous paierez le même niveau d'impôt. Là où c'est... bien sûr que si, puisque le barème ne bouge pas, et si votre salaire ne bouge pas, si votre salaire augmente comme l'inflation, effectivement, vous paierez un petit peu plus d'impôts. Okay. Et moi, ce qui est important, ce que je voulais dire, c'est que le Premier ministre a présenté un menu assez copieux et assez courageux. On va certainement y revenir avec
participation de tout le monde. Je pense aussi avec des mesures de justice, de manière à ce... de tout le monde, vraiment ? De tout le monde, on y reviendra. Mais Oui, il a aussi précisé qu'on avait maintenant 1 mois et demi de travail parlementaire pour modifier ces mesures, améliorer ces mesures, faire en sorte qu'elles soient plus justes. Et c'est ce que nous ferons, nous, en Renaissance. Et typiquement, sur l'impôt que vous prenez, moi, je m'opposerai, à titre personnel, à ce qu'il y ait de nouvelles personnes qui rentrent dans l'impôt sur le revenu. Donc je pense qu'il faudra modifier le bas du barème, en tous les cas, de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de Français qui rentrent sur l'impôt sur le revenu. Vous faites partie des plus proches vraiment du président de la République, et vous-même, vous vous opposez déjà à une des mesures de ce budget. Non, c'est une amélioration. C'est une amélioration. Non, quand on dit je ne la voterai pas, je suis favorable. Je vous dis que je suis favorable à ce que le barème de l'impôt sur le revenu soit figé. C'est pas une mesure électoraliste. Hein, quand je ne fais pas de copains quand je dis ça. Dans le Gers, ils vont me sauter dessus mardi au marché ou samedi au marché en me disant qu'est-ce que tu as raconté. Je l'assume et je suis solidaire de cette décision parce que, une fois de plus, la priorité des priorités, c'est de réduire notre déficit. Je dis simplement, c'est que la première tranche, qui effectivement pourra avoir pour conséquence, cette première tranche, moi, je propose de l'indexer, que la première tranche. Il n'y aura pas d'exception, dit le Premier ministre. Donc vous avez peu de chances de... Il a ouvert la porte aux discussions avec l'ensemble des partis politiques. Alors je vois qu'évidemment, la France insoumise est contre, déjà, systématiquement, mais il a ouvert les portes et j'espère qu'il y aura de négociations avec l'ensemble des partis politiques. L'année blanche, Aurélien Saint-Toul. Écoutez, de toute façon, l'objectif de François Bayrou, c'est de faire payer ceux qui ne sont pas les responsables de la crise, mais de les faire payer quand même. Donc il a choisi tous les moyens possibles d'y parvenir. Alors s'il a des idées d'année blanche, d'abord, je relève l'élément de langage. C'est pas une année blanche, c'est une année noire. En fait, les gens vont... c'est pas ça l'élément de langage ? Parce que je l'ai déjà entendu. Peut-être. Je l'ai déjà entendu 10 fois aujourd'hui. Oui, mais voyez-vous que la bataille se mène aussi du point de vue des mots. Et il ne faut pas accepter cette idée que ce serait blanc, c'est-à-dire pas douloureux, etc. Mais oui, mais allons-y sur les chiffres. Alors, moi, je vous dis, on pourrait envisager une année blanche sur les dividendes. Prenons l'année de référence 2017, par exemple. On n'était pas en économie soviétique. Il y avait des dividendes qui étaient versés dans ce pays. En 2017, on versait 47 milliards d'euros de dividendes. En 2023, on en a versé 68 milliards. Vous voyez, vous avez 21 milliards d'euros. Le gouvernement peut les taxer, mais vous avez donc 21 milliards. C'est pas dans un budget qu'on décide. Écoutez, si, c'est dans un budget que vous décidez des recettes. Donc vous pourriez modéliser des recettes. Les dividendes, vous ne pouvez pas empêcher une entreprise de les verser. Oui, mais vous pouvez modéliser des recettes qui vous permettraient de grosso modo orienter 20 milliards et de vous assurer que de toute façon, vous allez redistribuer la richesse là où elle se trouve. Je vous dis, 47 milliards, 68 milliards. Ça veut dire que chaque année, ça a quand même continué à augmenter. Ces gens-là se sont fait du gras, passez-moi l'expression. On a des marges de manœuvre. Ou alors, sur le montant global des aides aux entreprises. 211 milliards d'aides aux entreprises. C'était l'éléphant dans la pièce. On parlait de l'année blanche. Oui, mais imaginez une année blanche en matière d'aide aux entreprises. Vous êtes à 7 milliards. Si l'année prochaine, ça continue à croître, on est à 7 milliards. Vis-à-vis des entreprises. Sur la taxation sur les hauts revenus. Oui. Franchement, j'ai rien compris. Je ne sais pas comment ça va se faire. Lui non plus. Et j'ai le sentiment quand même que il y a beaucoup de baisses de dépenses publiques. Effectivement, beaucoup qui s'adressent aux plus mal lotis d'entre nous. Il n'y a pas de baisse des dépenses publiques. Elles sont... Non mais c'est important. Bien sûr. Une baisse qui n'est pas une baisse, c'est pas une baisse. Bien sûr que si. Stabilisées. Avec une inflation. 3 000 fonctionnaires en moins, ça fait une baisse d'emploi public. Fonctionnaires en moins, la baisse des franchises médicales, etc. Ça ne va pas s'adresser aux riches. Quelles sont les mesures ? 1 sur 3 Je n'ai partent à la pas vu retraite de non remplacées. mesures de justice fiscale qui s'adressent aux riches. Il y a une promesse de les faire contribuer. Je n'ai pas compris comment. Donc, si vous le savez, dites-le nous. Écoutez, le barème de l'impôt sur le revenu, ça s'adresse par définition aux 45% des Français qui payent l'impôt sur le revenu et pas aux autres. Mais oui, mais il n'est même plus progressif. Il a parlé d'une contribution exceptionnelle sur les plus riches. Voilà, alors ça sera comment ? Elle a eu lieu en 2025. Il a parlé, je crois que c'est chiffré à 3 ou 4 milliards, je ne sais plus. Il a parlé de réduction d'un certain nombre de niches fiscales. Ça, évidemment, ça s'adresse aux plus riches. L'année dernière, il y avait une contribution différentielle sur les hauts revenus qui disait que quelqu'un qui avait un haut revenu ne pouvait pas payer moins de 20% de son revenu. On est d'accord ? Absolument. S'il avait voulu la pérenniser comme ça, il aurait dit « je la reconduis ». Il a été précis. Quel sera le dispositif qui fera que les plus riches payent des impôts
payent davantage d'impôts pour participer à l'équité fiscale. C'est lui qui l'a dit. Je dis, il a précisé qu'il y aurait donc une contribution exceptionnelle sur les plus hauts revenus et les plus hauts patrimoines. Il l'a dit. D'accord ? Il n'est pas rentré dans le détail, vous avez raison. Une fois de plus, je renvoie aux discussions, c'est tout à son honneur. Moi, à titre personnel, je suis favorable à ce que la contribution 2025 soit reproduite en 2026. Voilà, c'est une mesure d'anti-optimisation. Moi, je ne suis pas contre l'optimisation fiscale, je suis farouchement contre cette optimisation fiscale. Donc je pense qu'il faut la reproduire. Maintenant, est-ce qu'elle va être reproduite exactement dans les mêmes termes ? Est-ce qu'elle va être complétée par une mesure sur les trésoreries des holdings, par exemple, qui est un processus aussi d'optimisation ? Il y a des choses à faire et le Premier ministre a clairement dit qu'il voulait le faire. Donc oui, il y a des mesures. Taxer plus les distributions de dividendes, les rachats d'actions par les entreprises, toutes ces mesures qui profitent essentiellement aux grandes entreprises. Aurélien Saint-Toul a l'air de le souhaiter. Est-ce que vous êtes prêt à en discuter également ? Mais bien évidemment. Bien évidemment, comme nous l'avons fait. Nous avons proposé une mesure sur la taxation sur le rachat d'entreprise. C'est nous qui l'avons fait. Ils ne voulaient pas voter, d'ailleurs. La France Insoumise n'a pas voté. Ils ne votent rien. Hein. Ils sont un peu contre tout systématiquement et par principe. Et toujours en colère, on l'a vu. Mais il y a de quoi être en colère, je vous garantis. Est-ce que je dois comprendre de ce que vous dites que vous trouvez que ce plan fait quand même un peu trop la part belle à la baisse des dépenses aux entreprises et qu'il manque quand même un peu de mesures d'équité fiscale ? Tel qu'il a été présenté là, vous dites que ça peut se discuter. Est-ce qu'il faut le discuter pour y rajouter un peu d'équité ? Vous avez vu l'étendue des mesures. Donnez-nous un peu de temps pour travailler dessus. Nous allons travailler dessus parce que nous sommes très attachés. Nous sommes très attachés à ce que l'effort soit justement réparti, équitablement réparti avec ce type de mesures. Vous savez, je voudrais quand même préciser parce que quand on dit que c'est une baisse des dépenses, ça n'est pas vrai. La dépense publique va augmenter. L'année dernière, elle a augmenté de 73 milliards. Voilà. Donc, elle va augmenter peut-être l'année prochaine de 20 ou de 30 milliards. Je ne sais pas, je n'ai pas encore reçu les documents définitifs. Donc, la dépense publique va augmenter. Oui. Donc, il ne faut pas dire que la dépense publique baisse. Elle va continuer à augmenter. On demande simplement à ce qu'elle augmente moins vite que ces dernières années, de manière à réduire notre déficit. Parce que réduire notre déficit, c'est un engagement moral, éthique, vis-à-vis des générations qui nous suivent. Aurélien Saint-Toul, Jean-Luc Mélenchon l'a dit, on va peut-être revoir sa déclaration sur X. Il faut que François Bayrou parte le plus vite possible. Donc j'entends que vous, il ne s'agit pas de négocier, enfin quelle que soit l'issue des négociations, vous censurerez ce budget. Est-ce que vous avez l'espoir que le RN et les socialistes le censurent aussi ? Il n'y a rien à espérer des uns et des autres. Ils feront ce qu'ils pensent devoir faire. Un peu. Moi, je ne place pas mes espoirs ni dans le Parti Socialiste, ni dans le RN. Je place mes espoirs dans la mobilisation du peuple français. J'avais cru comprendre que... C'est comme ça que je vois les choses. Non, mais j'avais cru comprendre que après, certain nombre de déclarations j'espère bien qu'ils finiront par tomber, ces gens-là, et qu'ils arrêtent de faire du mal au pays. Oui, effectivement. Mais je ne place pas mes espoirs dans l'un ou dans l'autre. Je pense que c'est le pays tout entier qui devrait... faire entendre sa voix. Oui, mais le pays, c'est les députés qui votent. Oui, bien sûr, mais enfin, vous savez, le mouvement social, il existe dans ce pays. Il a son mot à dire. Sophie Binet a été interviewée tout à l'heure. Donc, vous voyez, moi, je crois qu'il peut se passer plein de choses. Jean-René Cazeneuve disait, en me taquinant un petit peu, que j'étais en colère. Mais écoutez, il y a quand même de quoi... Toujours en colère. Mais je suis particulièrement aujourd'hui en colère. Pourquoi ? Vous vous rendez compte, vous avez un Premier ministre qui vient de nous expliquer que on va aller gratter sur les affections longue durée, par exemple. Mais les affections longue durée, ça veut dire que ce sont des maladies graves, plus ou moins graves, mais par exemple le diabète. Et en disant, mais écoutez, des prescriptions qui pourraient être autour du diabète, mais qui ne seraient pas vraiment le diabète, peut-être que vous allez quand même finir par être obligé de devoir payer et vous ne serez plus remboursé à 100%. Il y a 5 fois plus d'affections. Je veux juste finir là-dessus, parce que c'est pas rien quoi, dans notre vie. Mais les affections, si vous voulez durée, dire on va responsabiliser les malades comme s'ils étaient eux-mêmes responsables de leur médication, des ordonnances qu'ils recevaient et du fait qu'ils sont malades. Mais c'est ça qui, moi, me rend malade. Passez-moi l'expression. On est dans un pays quand même où les accidents... Alors, je choisis un sujet un peu connexe sur la question de la santé, mais où les accidents du travail ont augmenté. On est passé, j'ai les chiffres, de 626 000 en 2016 à 717 000 l'année dernière. Vous voyez ? Donc, on est dans un monde social dans lequel il est de plus en plus difficile de rester en bonne santé, d'avoir un travail, etc. Et on vient mettre la tête sous l'eau des gens en leur disant mais en fait vous serez plus remboursé parce que si vous prenez du Doliprane en plus, vous serez pas remboursé. Fallait pas, etc. Vous voyez que c'est toujours les mêmes qui payent. Il y a une espèce de mesquinerie et de cruauté sociale qui moi me rend fou en fait. Répond Jean-René Cazeneuve. C'est juste du bon sens. Les affections longue durée, elles continueront à être
remboursé à 100%. Bien évidemment. Mais pas les bien prescriptions évidemment. autour. Cette même personne, si elle se tord la cheville, si vous voulez, est-ce qu'il faut qu'elle ait 100% sur le taxi qui va l'amener à l'hôpital et sur etc. Peut-être pas. Et elle est considérée sur ce type de maladies qui n'ont rien à voir avec leur affection récurrente comme tout le monde. Sauf qu'une ALD, c'est un risque de complication extrêmement important. Vous connaissez la question. Je ne savais pas que vous étiez docteur en plus. Bah, vous non plus, mais vous le savez bien. Mais vous avez des malades autour de vous, j'ai des malades autour de moi, et vous savez bien qu'il y a un risque différent quand on a une ALD, on n'est pas susceptible de mêmes complications, etc. C'est juste de la réalité, c'est que le choix que vous avez fait... Les indemnités journalières, comme les absents, l'absentéisme augmente de manière très significative. Il faut juste un peu de bon sens, revenir à de la gestion, éviter les abus. Il y a aujourd'hui des abus dans notre société. Vous pouvez fermer les yeux, mais il y a des abus dans notre société, une dernière dans tous les domaines. Ils vous censureront, il n'y a aucun doute là-dessus. Le Rassemblement national. Avec le Rassemblement national. Le Rassemblement national vous censurera. Est-ce que, en négociant, vous avez un espoir que le PS ne vous censure pas? Avec ce que vous avez dit, voilà, moi je suis prêt. Bien sûr, parce que la politique du pire, elle n'est bonne pour personne, y compris pour le Parti socialiste. La politique du pire, elle va amener plus d'incertitudes dans notre pays, elle va amener plus d'angoisse auprès de nos concitoyens, elle va amener un risque de notoriété vis-à-vis de l'international, elle va amener un risque sur les marchés. Donc, si vous voulez, si le Parti socialiste nous censure et que le lendemain, notre dette dévisse, eh bien, ils prendront une certaine responsabilité, une sacrée responsabilité devant leurs concitoyens. Donc, moi, j'en appelle à la responsabilité du Parti socialiste. Eh bien, merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat.